Il n'y a pas de place pour toi et ta fille à Noël, m'a dit ma mère. Mon frère a ri. Soyons réalistes, elles sont un peu envahissantes. Je n'ai rien dit. Ce soir-là, j'ai retourné absolument tous les cadeaux que j'avais achetés pour ces enfants. Pour une valeur de 1500 €. À 8 heures, mon frère, Marc, m'a envoyé un texto, il pleure. Où sont leurs cadeaux? La colère est montée et j'ai répondu. Je n'aurais jamais cru pouvoir haïr mon frère. Mais ce matin de Noël, en le regardant faire comme si de rien n'était pendant que ma fille était assise sur le canapé, tenant une chaussette de Noël vide, j'ai réalisé à quel point ma colère était profonde. Pas le genre de colère qui explose. Le genre qui s'installe et ne part plus. Ella n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la porte, comme si quelqu'un pouvait encore arriver avec des excuses et une pile de paquets cadeaux. Elle m'a demandé si on irait peut-être chez mamie plus tard et si les cadeaux étaient déjà là-bas. Je lui ai dit que cette année, nous restions à la maison. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Je ne pouvais pas me résoudre à lui dire que son oncle avait fait une blague à ses dépens et que tout le monde avait ri. 2 jours plus tôt, j'étais au téléphone avec ma mère pour organiser le menu et le programme. La même routine que chaque année. Puis elle a marqué une pause et a dit que ce serait peut-être un peu trop juste cette fois-ci. Elle a dit qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. J'ai demandé de qui elle parlait. Elle a répondu, de toi et d'Ella. J'ai attendu qu'elle se corrige. Elle ne l'a pas fait. Puis Marc a pris la parole en arrière-plan. Il a ri et a dit, soyons honnêtes, elles sont un peu envahissantes. C'était tout. C'est à ce moment-là que mon frère a gâché le Noël de ma fille avec une seule phrase. Une phrase même pas adressée directement à elle. Juste lancée en l'air, comme si ça n'avait pas d'importance. Ella était dans la cuisine, fredonnant en train de glacer des biscuits en forme de reine. Elle avait passé des jours à faire des cartes pour ses cousins. Elle avait emballé leurs cadeaux elle-même et les avait cachés dans mon armoire, vérifiant chaque soir que je ne les avais pas trouvés. Elle en était si fière. Je n'ai pas discuté pendant cet appel. Je ne nous ai pas défendus. J'ai juste raccroché et je suis restée debout, immobile, plus longtemps que je n'aurais dû. Je me suis détestée pour ça. Plus tard dans la soirée, après qu'Ella soit allée se coucher, j'ai chargé dans ma voiture chaque cadeau que j'avais acheté pour les enfants de Marc. J'avais mis le paquet cette année. Tout le monde savait que c'était mon truc. Je gagnais bien ma vie et j'aimais gâter les enfants. Des baskets, des objets de collection, des appareils électroniques, des choses dont ils avaient parlé toute l'année. J'ai tout retourné. Chaque ticket de caisse, chaque boîte, plus de 1500 € recrédités sur ma carte. Je me suis dit que c'était une décision pragmatique. Je me suis dit que ce n'était pas une vengeance, mais j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le lendemain matin à 8 heures, mon téléphone a vibré. C'était Marc. Il pleure. Où sont leurs cadeaux? J'ai fixé le message jusqu'à ce que la colère atteigne finalement mes doigts. J'ai répondu qu'il devrait peut-être demander à maman. J'avais entendu dire que la place était un problème cette année. Il a appelé aussitôt. Je n'ai pas répondu. Puis maman a appelé. J'ai laissé sonner. J'ai préparé du pain perdu et je l'ai mangé par terre dans le salon avec Ella. Elle ne s'est pas plainte. Elle a juste demandé si l'année prochaine serait meilleure. Je lui ai dit que oui, parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'y croire. Ce que Marc ne savait pas, c'est qu'il n'était pas seulement le préféré de la famille. Il était aussi le chouchou du bureau. Et j'avais passé des années à l'aider à y arriver, à réparer ses erreurs, à le présenter à des contacts importants, à le couvrir quand il dérapait. Ce matin-là, pendant qu'il m'envoyait des textos sur ses enfants en pleurs, j'ai commencé à penser à la fragilité de sa vie parfaite. Et cette pensée ne m'a plus quittée. Ce qui est drôle avec les gens comme Marc, c'est qu'ils réécrivent le passé pour se donner le beau rôle. Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, tous ceux qui les ont aidés deviennent invisibles. Il aime raconter qu'il a réussi à la sueur de son front, qu'il est parti de rien et qu'il s'est construit grâce à son travail et à son ambition. Ce qu'il ne dit jamais, c'est que c'est moi qui lui ai ouvert la porte. Je l'ai accompagné à son premier entretien dans mon entreprise. Je l'ai préparé, j'ai veillé avec lui pour qu'il s'entraîne, et je l'ai même recommandé personnellement.
Il sortait d'un licenciement compliqué et personne d'autre ne voulait de lui. Je me suis portée garante pour lui. Et encore avant ça, je lui avais donné mon ancien ordinateur portable, payé sa facture de téléphone un mois où il ne pouvait pas. Je l'avais sorti d'un pétrin avec un client en refaisant toute une présentation à partir de 0, à minuit, alors que ma fille avait la grippe. Et je n'ai jamais demandé la moindre reconnaissance, je n'en voulais pas. Je pensais que nous étions une famille. Je pensais que ça signifiait quelque chose. Il s'est avéré que ça signifiait que j'étais utile, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Après Noël, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Ella assise devant ce sapin, essayant de ne pas avoir l'air déçue. Elle n'avait pas dit un mot sur les cadeaux manquants. Elle a juste pris discrètement ceux qu'elle avait emballés elle-même et m'a demandé si elle pourrait quand même les donner plus tard, au cas où il changerait d'avis. Cette phrase m'a frappé plus durement que tout le reste. Au cas où il changerait d'avis. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie d'adulte à espérer qu'il change d'avis à mon sujet, sur ma valeur, sur ma place dans la famille. Mais il ne l'avait pas fait. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient Marc. Et j'avais toujours fait en sorte qu'il soit facile pour eux de me traiter comme un second choix. Plus maintenant. Marc et moi travaillions dans la même entreprise, mais dans des départements différents. J'avais récemment été promue directrice des opérations, un poste avec un accès à des systèmes internes dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. Rapport budgétaire, suivi de performance, retour client, note de frais. Il ne m'a pas fallu longtemps pour commencer à remarquer des choses qui clocheyaient dans l'équipe de Marc. Des réunions planifiées avec des clients qui n'existaient plus, des remboursements de voyages pour des destinations qui ne correspondaient pas à leur secteur de vente, des factures en double, des consultants aux noms qui semblaient étrangement faux. Ce n'était pas mon travail d'auditer son département, mais j'ai quand même commencé à monter un dossier. Je l'ai gardé propre. Sans émotion, juste des documents, des horodatages et des captures d'écran. Calmement, méthodiquement, comme si je pliais du linge. Je n'avais pas encore de plan, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'allais plus me taire. Puis, un après-midi de début janvier, j'ai été convoquée à une réunion de direction. Notre PDG, Diane, était là. C'était quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé sur un projet de gestion des risques. Elle était pragmatique et affûtée comme une lame de rasoir. Elle me faisait confiance. Après la réunion, je l'ai rattrapée dans le couloir et je lui ai demandé si elle avait 5 minutes. Je n'ai pas donné de nom. Je lui ai juste dit que j'avais remarqué une anomalie dans quelques notes de frais qui ne me semblaient pas normales et j'ai proposé de lui envoyer un rapport. Elle a dit oui. Simplement. Ce soir-là, j'ai finalisé le rapport. J'ai retiré mon nom de partout. Je l'ai formaté comme une alerte de conformité soulevée par un membre anonyme de l'équipe. Quand j'ai cliqué sur envoyer, je n'ai pas inclus de message, juste le fichier. 3 jours plus tard, Marc a été convoqué au RH. Il pensait que c'était une simple formalité. Il en est ressorti blanc comme un linge. Je n'ai pas dit un mot. Il ne m'a pas appelé. Il a appelé maman. Elle m'a appelé, paniquée. Elle m'a dit que quelqu'un avait accusé Marc de faute grave. Elle a dit qu'il risquait d'être mis à pied, qu'il était sous le choc. Elle m'a demandé si j'avais entendu quelque chose. J'ai dit que non. Elle a soupiré comme si cela confirmait tout. Comme si j'étais toujours la gentille. Mais je n'étais plus la gentille. J'étais celle qui tenait l'allumette. Et le feu ne faisait que commencer. Marc m'a envoyé un message 2 jours après sa réunion avec les RH. On peut se parler? Pas de salut, pas de je suis désolé, pas de comment va Ella. Juste ça. J'ai accepté. Je lui ai dit de me retrouver dans un bistrot près du bureau. Pas parce que je lui devais quoi que ce soit. Je voulais juste voir son visage quand il réaliserait que la personne sur qui il avait l'habitude de marcher venait de faire trembler le sol sous ses pieds. Il est arrivé dans un état que je ne lui avais jamais vu. Costume froissé, des yeux fatigués, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est assis sans un mot et a fixé la table un instant. Puis il s'est lancé. Il a dit que quelqu'un avait monté en épingle une broutille. Que l'entreprise cherchait des boucs émissaires. Que tout le monde gonflait un peu les chiffres.
Que les fausses réunions étaient quasiment la norme dans son département et que personne ne s'en souciait jusqu'à maintenant. J'ai attendu, puis il a dit la phrase fatidique. Tu es proche de Diane, non? Tu pourrais lui parler. Juste lui expliquer que je ne suis pas un mauvais gars. Il y avait cette certitude que j'allais nettoyer ses dégâts. Que j'allais faire ce que j'avais toujours fait. Le protéger, arranger les choses en coulisses, jouer la personne responsable pendant qu'il s'en sortait indemne. Mais cette fois, il ne réalisait pas que la pièce était en feu parce que c'était moi qui avais allumé l'allumette. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas argumenté. Je l'ai juste regardé et j'ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Il n'a pas insisté, il a juste hoché la tête, s'est levé et est parti comme si c'était une simple réunion de prospection ratée. 2 jours plus tard, il était parti. Aucune annonce. Son nom a été effacé de l'intranet de l'entreprise. Sa boîte mail désactivée. Son profil LinkedIn discrètement mis à jour avec la mention « À l'écoute de nouvelles opportunités ». J'attendais de ressentir quelque chose. De la culpabilité, du soulagement, du triomphe. Au lieu de ça, c'était juste le calme. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. 3 soirs après son licenciement, je suis passé devant la chambre d'Ella et je l'ai vue fouiller dans son armoire. Elle tenait une boîte de cadeaux, des petits. Un dessin pour chaque cousin, un bracelet, une lettre écrite sur du papier de Noël qui disait des choses comme « Tu es le meilleur aux jeux vidéo et j'espère qu'on passera plus de temps ensemble cette année ». Je pensais qu'elle les avait oubliés. Ce n'était pas le cas. Elle m'a demandé si elle pouvait quand même leur donner leurs cadeaux. Elle a dit que ça ne lui semblait pas juste de les garder. Je lui ai dit qu'on trouverait une solution. Cette nuit-là, dans l'obscurité, j'ai laissé le paquet devant la porte de Marc. Sans mots, sans explication, juste la petite boîte emballée dans du papier argenté. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Marc. Je sais que c'est toi. Merci. Je n'ai pas répondu. Et ça aurait dû être la fin de l'histoire. Mais plus tard dans la journée, vers 16h, j'ai reçu un message d'un numéro masqué. Pas d'objet, juste une pièce jointe. C'était une capture d'écran du rapport interne que j'avais envoyé à Diane. Le même que j'avais purgé de tout identifiant. Sauf que maintenant, le nom de mon fichier était visible en haut, synthèse-opération-ra.pdf. Mes initiales, on ne peut plus clair. Mon estomac s'est noué. Je suis resté immobile 1 minute entière. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas envisagé. Marc n'était pas seulement négligent. Il était rancunier. Et quelqu'un dans ce bureau, quelqu'un en qui j'avais confiance, lui avait envoyé le fichier. Il n'était pas juste au chômage. Il cherchait quelqu'un à blâmer. Et maintenant, il savait exactement qui pointer du doigt. Au moment où j'ai vu le nom du fichier, synthèse-opération-ra.pdf, j'ai su que j'avais mal calculé mon coût. Pas seulement concernant Marc, mais tout le monde autour de lui. Quelqu'un dans l'entreprise lui avait transféré le rapport que j'avais envoyé à Diane. Quelqu'un d'assez proche de moi pour l'avoir vu. Quelqu'un à qui je disais probablement bonjour le matin sans savoir qu'il me plantait des couteaux dans le dos. Pendant quelques minutes, j'ai fixé l'écran. Les initiales étaient les miennes. Le format était le mien. Et les ennuis qui s'annonçaient aussi. Marc n'avait pas renvoyé de message après sa brève gratitude pour la boîte de cadeaux d'Ella. Mais ça, c'était un message. Sans mots, juste la capture d'écran, comme pour dire « Je sais, et maintenant, j'arrive ». Je n'ai pas répondu. Je n'en ai pas parlé à Diane. Je n'ai rien fait. Pas tout de suite. Je suis allée au travail le lendemain matin comme si de rien n'était. J'ai souri. J'ai participé aux réunions, répondu aux questions. Mais je le sentais. Le changement. Les gens me regardaient trop vite, ou pas du tout. J'ai vu 2 anciens membres de l'équipe de Marc chuchoter dans la cuisine quand je suis entrée. Ils se sont tus en me voyant. L'un d'eux m'a fait un demi-sourire étrange, comme s'il essayait de se souvenir s'il m'appréciait ou non. Le sentiment était sans équivoque, la suspicion. Puis, 4 jours plus tard, Diane m'a convoquée. Elle n'était pas chaleureuse. Elle n'était pas froide non plus.
Elle était Diane, calme, impossible à déchiffrer. Elle m'a dit que Marc l'avait contacté, qu'il prétendait que j'avais tout orchestré à cause d'un problème familial personnel, et que j'avais accès à des outils que les autres employés n'avaient pas. Il affirmait que j'avais édité des données de manière sélective, manipulé les registres, que j'avais fait de lui une cible. Je lui ai demandé si elle le croyait. Elle n'a pas répondu à la question. Elle a juste dit qu'ils ouvraient une enquête formelle, protocole oblige, avec des restrictions d'accès temporaire. Rien de disciplinaire, juste par précaution. Je n'étais pas punie. Pas officiellement. Mais je travaillais ici depuis assez longtemps pour savoir ce que cela signifiait. Une fois que le doute s'installe, on a déjà un pied dehors. Puis elle a sorti un email imprimé. Une plainte anonyme de quelqu'un du département de Marc. Apparemment, on m'avait surprise en train de dire dans la salle de pause, parfois, les gens ont besoin qu'on leur donne une leçon. J'ai fouillé ma mémoire. Peut-être avais-je dit quelque chose comme ça en passant. Peut-être pas, mais ça n'avait pas d'importance. Le mal était fait. C'était suffisant pour justifier l'enquête. Quand j'ai quitté son bureau, je ne suis pas retournée à ma place. Je suis sortie et je me suis assise dans ma voiture, juste là, moteur éteint. Je n'avais pas peur, pas vraiment. J'avais tout fait dans les règles, mais j'étais secouée. Pas à cause de ce qu'il croyait, mais parce que j'avais été prudente et que quelqu'un avait quand même trouvé une faille. À la maison, Ella m'attendait sur le canapé avec une pile de livres et une liste de musées écrite à la main. Elle avait fait des recherches sur les expositions qu'elle voulait voir ce week-end. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai hoché la tête pendant qu'elle me les présentait. J'ai souri quand elle m'a montré celle sur les volcans, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point j'étais proche de devenir la méchante dans une histoire que j'avais écrite pour la protéger. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai sorti mon vieux disque dur externe, celui que je n'avais pas touché depuis des années. C'était une sauvegarde de l'époque où j'aidais Marc sur des projets le week-end. Quand je nettoyais ses propositions brouillonnes, quand je croyais encore qu'il grandirait pour mériter le poste qu'on lui avait donné. Ce que j'ai trouvé sur ce disque m'a laissé sans voix. Il y avait des fichiers que j'avais oubliés. J'avais des notes, des brouillons, les versions brutes de propositions qu'il avait soumises sous son nom, et des mémos vocaux, des anciens, où il me dictait des emails entiers et me demandait de les reformuler pour qu'ils aient l'air plus intelligents. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention, juste une sœur qui aidait son frère. Mais en regardant tout ça maintenant, rassemblé dans un petit dossier bien propre avec les horodatages et les métadonnées, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de me défendre. J'avais juste besoin de rappeler à l'entreprise qui avait exactement construit la version de Marc qu'il pensait connaître. J'étais restée silencieuse assez longtemps. Le dossier contenait plus que du vieux travail. C'était un registre de tout ce dont Marc s'était attribué le mérite. Jusqu'à la formulation, au formatage. J'ai ouvert un PDF d'il y a 4 ans, une présentation client pour laquelle il avait remporté un prix interne, et il était là, mon filigrane, à peine visible dans le coin. Je ne l'avais même pas remarqué à l'époque. En ce temps-là, je l'aidais à avancer. Maintenant, c'était une preuve. La preuve que sans moi, il n'aurait jamais franchi la porte, et encore moins gravi les échelons. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée, mais aussi lucide. L'erreur que j'avais faite auparavant était de penser que Marc s'arrêterait. Que lui prendre son travail suffirait. Qu'il bouderait, panserait ses plaies et disparaîtrait. J'avais oublié qui il était. Un homme qui ne supportait pas l'idée que quelqu'un puisse le voir comme le second, surtout moi. Maintenant, il essayait de m'entraîner dans sa chute juste pour rester à flot. Et j'en avais assez d'être poli à ce sujet. J'ai passé les 2 nuits suivantes à construire un rapport complet. Chaque projet que j'avais rédigé dans l'ombre pour lui. Chaque proposition que j'avais retouchée, les mémos vocaux avec ses demandes, les messages Slack d'il y a des années où il me suppliait de l'aide quelques minutes avant une réunion. J'ai tout étayé avec des dates, des versions de fichiers, des métadonnées, des captures d'écran. Sans fioriture, juste des faits. Puis j'ai envoyé un email directement à Diane. Je n'ai pas dit « Marc ment » ou « Je suis ciblé ». J'ai dit « Voici la chronologie de chaque travail auquel j'ai contribué pour la performance de Marc au cours des 6 dernières années.
Je pense que ce contexte vous aidera à évaluer les allégations actuelles de manière équitable. Et j'ai joint le fichier. Je m'attendais au silence. J'ai reçu une demande de réunion. Quand je suis entrée dans le bureau de Diane, l'ambiance était différente. Elle ne me regardait plus comme si j'étais sous enquête. Elle m'a demandé depuis combien de temps j'aidais Marc en coulisses. Je lui ai dit depuis le premier jour. J'ai admis que j'avais été complice, que j'avais laissé faire pendant trop longtemps. Elle n'a ni hoché la tête ni souri. Elle a juste dit une chose. Pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir plus tôt? Je n'ai pas répondu, parce que la vraie réponse était embarrassante, parce que je pensais que c'était la famille, parce que je pensais que maintenir la paix était plus important que d'être respecté. À la fin de la semaine, l'enquête interne était terminée. Les accusations de représailles ont été rejetées. Et discrètement, si discrètement que j'ai failli le manquer, l'employé qui avait fuité le fichier était parti. Apparemment, il avait transféré des documents internes à Marc en utilisant une adresse e-mail personnelle. Violation de la politique de données. Licenciement immédiat. Je n'ai jamais demandé qui c'était. Je m'en fichais. Ils avaient fait leur choix. Ce qui m'a surprise, c'est ce qui s'est passé ensuite. La direction m'a contacté, non pas pour me sanctionner, mais pour me proposer un nouveau poste. Un niveau d'habilitation plus élevé, un rôle de supervision interdépartementale. Une reconnaissance silencieuse de ce que j'avais fait. Pas de communiqué de presse, pas de célébration, juste une nouvelle signature de mail et une ligne dans mon dossier qui disait « Conflit interne résolu avec professionnalisme ». Ça aurait dû être la fin de l'histoire. Mais environ une semaine plus tard, j'ai reçu un message vocal de Marc. Ni en colère, ni désolé, juste désespéré. Rachel, j'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas à décrocher un seul entretien. La nouvelle s'est répandue. Personne ne me rappelle. Je sais que tu es en colère, mais tu es la seule à savoir comment ce milieu fonctionne. S'il te plaît, dis-moi juste quoi faire. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment. Cet homme qui m'avait dit un jour que ma fille était un peu envahissante, qui m'avait effacé de chaque succès qu'il avait jamais eu, qui avait ri quand on nous avait exclus à Noël. Maintenant, il me demandait de l'aide. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas non plus effacé le message vocal. Et je ne me sentais pas satisfaite comme je l'aurais cru. Je ressentais autre chose. J'ai gardé le message vocal. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me rappeler que c'était arrivé. Peut-être parce qu'une partie de moi avait encore besoin de la preuve que Marc avait enfin dit la seule chose qu'il n'avait jamais dite auparavant, j'ai besoin de toi. Mais je ne l'ai pas rappelé. Je ne pouvais pas. Non pas parce que je voulais encore me venger. Cette partie était passée. C'était autre chose maintenant. Quelque chose de plus lourd. Pendant des semaines, je me suis dit que c'était la justice. Qu'il méritait de tomber. Que tout ce qu'il avait perdu était dû à ses choix, pas à ce que j'avais fait. Et c'était techniquement vrai, mais ça ne me laissait pas le sentiment que j'avais imaginé. J'avais gagné, discrètement, complètement. Il était au chômage. Sa réputation était ruinée. Toutes les portes auxquelles il frappait étaient fermées, et il n'avait aucune idée que j'étais la raison pour laquelle elle le restait. Mais la victoire n'avait pas un goût de propre. C'était comme quelque chose que je ne pouvais pas défaire. J'ai commencé à éviter les miroirs. Pas littéralement, juste ce genre de réflexion qui vous surprend quand tout est calme et que personne n'a besoin de vous. Le genre qui pose des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Comme, à quel moment exactement ai-je cessé d'essayer de protéger Ella pour commencer à essayer de le détruire? Ou ai-je vraiment fait tout ça pour elle? Ou étais-je simplement fatiguée d'être celle sur qui tout le monde marchait? Je n'en ai parlé à personne. Pas même à Ella. Elle était revenue à la normale. Ou du moins à ce à quoi ressemble la normalité pour une enfant qui a appris trop tôt ce que signifie être mise à l'écart. Elle n'a plus jamais posé de questions sur ses cousins. N'a plus jamais mentionné Noël. Elle est juste passée à autre chose. Les enfants sont doués pour ça. Les adultes, beaucoup moins. Un soir, des semaines plus tard, je me suis surprise à relire ce message vocal. Pas à l'écouter, juste à lire la transcription.
Le désespoir qui s'en dégageait. La façon dont il voyait enfin ce que signifiait être ignoré. Et j'ai détesté qu'une partie de moi apprécie ça. C'était le pire dans tout ça. Je n'avais pas seulement démasqué Marc. J'avais démasqué quelque chose en moi, une part froide, capable de précision et de silence. Il m'avait sous-estimé. Ils m'avaient tous sous-estimé. Mais je m'étais sous-estimé aussi. Je pensais que j'essayais juste de protéger ma fille. Mais quelque part en chemin, je suis devenu le genre de personne qui sait exactement comment ruiner quelqu'un, et qui le fait. Maintenant, il est là, à galérer sur les sites d'emploi et les messages LinkedIn, essayant d'expliquer pourquoi son CV brillant ne mène nulle part. Je sais qu'il ne me soupçonne toujours pas. Pas vraiment. Peut-être au fond de lui, mais pas assez pour le dire à voix haute. Et je suis toujours là, à travailler, à faire acte de présence comme si de rien n'était. Parfois, je me demande s'il finira un jour par tout comprendre.